La croissance économique comme religion, la croissance comme seul espoir de s'en sortir, de progresser pour l'humanité. Et s'il fallait revoir tout ce système de valeurs professé et exercé un peu partout dans le monde comme unique mantra économique dans nos sociétés occidentales post-industrielles, c'est l'idée que défend Daniel Cohen dans son nouveau livre, Le monde éclos et le désir infini, publié aux éditions Albin Michel. Merci Daniel Cohen d'être le grand témoin de ce 64 minutes. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que vous êtes économiste, directeur du département d'économie à l'École normale supérieure. Alors Daniel Cohen, le monde éclos et le désir infini, les hommes n'ont pas compris la finitude de leur environnement. Est-ce que c'est le message que vous avez voulu faire passer? Une finitude qui pose les limites du désir et donc de la croissance économique. Oui, bien sûr. C'est un titre qui s'inspire d'un ouvrage de philosophie des sciences qui expliquait comment au XVIIe siècle, la conscience occidentale, européenne, avait fait la découverte que l'univers était infini, avec Galilée, Newton, et vide, c'est-à-dire privé de la présence des dieux. Et ça avait été une révolution. Ça avait été une révolution des consciences extraordinaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait si l'univers est vide? Et la réponse avait été, au XVIIIe siècle, on invente le progrès terrestre. Et à partir de là, au fond, les hommes sont revenus sur Terre. Le problème, si je puis dire, c'est que cette idée du progrès, une espérance terrestre substituée à une espérance divine, a fini par ne prendre qu'une forme. La promesse du progrès matériel, de la croissance économique. C'est devenu, en effet, comme vous le disiez à l'instant, très justement, la religion du monde depuis le 19e siècle. Et c'est aujourd'hui, à l'heure où la croissance vient buter contre les limites écologiques, vient aussi buter sur tout simplement la capacité où se trouve le progrès technique aujourd'hui à continuer de faire prospérer les sociétés, eh bien sa disparition, annoncée ou déjà en cours, c'est un peu pour nos sociétés une deuxième mort de Dieu. On avait une religion terrestre, on est en train de la perdre, donc on vit, c'est ça le titre, une deuxième crise de la conscience européenne, occidentale, enfin de tous les pays qui sont soumis à ce nouveau régime. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'humanité n'a pas conscience justement que cette notion de croissance, de progrès, elle est assez récente et que pendant des siècles, on a fait sans. Voilà. La croissance, en effet, elle a une idée, une origine simple pour nous, c'est la révolution industrielle du XVIIIe siècle. Avant, il y a eu d'immenses mutations des sociétés. On a beaucoup inventé, en réalité, depuis que Homo sapiens a commencé à conquérir la terre, l'écriture, l'agriculture, beaucoup de choses. Ça s'est fait à des rythmes beaucoup plus longs et surtout, ça s'est principalement traduit par de la croissance démographique. C'était le nombre d'humains qui, en quelque sorte, portait témoignage du progrès des techniques et des connaissances. C'est à partir du 18e, 19e siècle avec la révolution industrielle que c'est non plus le nombre d'humains, même s'il a continué de croître beaucoup, mais on est passé de 1 milliard au début du 19e et on va aller à 10 milliards, c'est quand même une multiplication par 10 en 2050, mais le fait nouveau, c'est la croissance du revenu par tête qu'on associe au bien-être. Voilà. Donc ça, c'était la nouveauté du monde et cette croissance, on va dire, elle tombait bien parce que dans nos sociétés démocratiques, on a besoin de donner à chacun l'espoir qu'il va pouvoir se hisser au-dessus de sa condition. Au fond, au Moyen-Âge, chacun était à sa place. Il n'y avait pas besoin de donner des espoirs aux paysans qu'un jour ils deviendraient des ducs et des princes qui étaient complètement fermés. Dans une société démocratique, on a besoin de donner cet espoir. Donc, aujourd'hui, en effet, dans nos sociétés démocratiques... C'est un espoir un peu vain, quand même, malgré tout. C'est un espoir qui doit être constamment renouvelé. C'est d'ailleurs pour ça que ça n'est pas la richesse qui est le but de tout ce tracas, si je puis dire. C'est bien la croissance. Parce que quand on est 2 fois plus riche qu'on était 30 ans ou 40 ans plus tôt, il faut continuer de croître. Parce que la richesse, quelle qu'elle soit, devient un état de nature, on s'y habitue, et cette promesse de s'élever, elle doit être constamment ressourcée. La France, aujourd'hui, elle l'oublie peut-être, est 2 fois plus riche qu'en 1970. On peut certainement pas dire qu'elle est 2 fois plus heureuse, voire même plus heureuse, parce que, à la limite, il vaut mieux être dans une société pauvre et qui croît, je dis du point de vue des fonctionnements politiques, que dans une société riche et qui stagne. Donc, on est confronté à cette question, est-ce que la croissance va encore nous sortir de là, ou est-ce que
qu'il faut changer tous nos cadres de réflexion. Eh bien, dans votre livre, justement, vous allez à contre-courant de la doxa économique mondiale qui promeut la croissance à tout va. C'était le G20 en Turquie, à Ankara, qui demande encore une fois plus de croissance et qui s'inquiète notamment du ralentissement économique en Chine. Dans le projet de communiqué final du G20, je vais le lire, il est écrit « Nous nous réjouissons du raffermissement de l'activité économique, mais la croissance mondiale ne satisfait pas nos attentes. » C'est la grande croyance que la croissance arrange tout quand même. Voilà, croissance, attente, on est dans ce mouvement. Et au fond, aujourd'hui, on peut à peine parler de... Il y a de la croissance, il y a des croissances de fond, bien entendu, dans les pays émergents qui sortent de la pauvreté, ça on peut pas discuter ça. Mais dans les pays avancés, pour donner une statistique simple, mais qui est vraiment très parlante, aux États-Unis, qui est un pays à forte croissance en moyenne sur les 30 dernières années, 90% de la population n'a pas connu de croissance de son pouvoir d'achat. Et dans un pays comme la France, la croissance ne cesse de décliner, de 3 à 2, à 1,5, à 1, et maintenant on est plutôt en moyenne autour de 0,5. Alors évidemment, il y a la crise, mais la tendance est quand même très nette. Et au fond, et c'est un peu le cœur du livre, le paradoxe sur lequel se construit le livre, c'est quand même bizarre, au fond. On a bien compris pourquoi c'était si important, mais ça ne le rend pas nécessaire. Mais de fait, c'est un peu bizarre. Il y a un paradoxe, c'est nous sommes en plein milieu aujourd'hui d'une révolution numérique, technique, c'est ce que vous expliquez. Révolution numérique qui, a priori, doit créer de la croissance. Enfin, comme en son temps, l'électricité ou même la machine à vapeur au XVIIIe siècle avait créé de la croissance. Et bizarrement... Ça n'en crée pas. Pas autant qu'on pourrait. Ouais. La capacité de traction est très, très limitée. Je dis donner le chiffre américain. Pour 90% de la population américaine, on ne la voit pas, la croissance en 30 ans, alors que tout le monde a des smartphones. Donc ça, c'est un peu le cœur d'un mystère dans le mystère. Pourquoi cette révolution technologique est hallucinante quand on y pense, relativement à ce qui se passait il y a 30 ans, on n'est pas du tout là, on le voit chez vous, pas du tout dans le même monde, il y a des images de partout, des quantités d'informations, ça ne tire pas, c'est un peu le mystère que j'essaye d'éclaircir dans ce livre. Dans votre livre. Alors moi je voudrais vous parler aussi de Jeremy Rifkin, qui parle lui de troisième révolution industrielle, c'est le titre de son livre, et lui il dit qu'il faut marier justement ces nouvelles technologies avec une économie verte. Vous y croyez vous à ça ? Vous pensez que ça peut marcher ? Je pense que tout ça est très important. Avoir une économie verte, c'est le thème de départ, c'est absolument indispensable. Mais il faut comprendre que toutes ces questions ne peuvent pas simplement se traduire par de la croissance économique. C'est une autre façon de vivre qu'il faut trouver pour que on ait du bien-être. Et bien sûr, il faut des technologies vertes et il faut marier tout ça avec le numérique. Mais je pense que il faut faire attention à ce qui crée aujourd'hui la grande peur de l'Occident associée à ce numérique. C'est pas juste qu'il y ait moins de croissance. Et ce moins de croissance traduit quelque chose de très profond. La numérisation du monde aujourd'hui est en train de remettre à plat tous les travaux, tous les emplois. Je dis souvent, on risque de me répéter moi-même maintenant beaucoup. Oui, ça provoque un nouveau stress en fait pour les employés, voilà, tout simplement. C'est Même ça. dans le tertiaire, c'est ce que vous expliquez dans le livre. Surtout dans le tertiaire. Est-ce que mon boulot va être remplacé par un robot, par des algorithmes ? Est-ce qu'un logiciel va me remplacer dans les 5-10 prochaines années ? Et cette question, c'est celle qui est le mal du siècle en quelque sorte. Et on n'a pas d'armes pour y faire face, si ce n'est dans notre société réussir à protéger les individus de cette marée montante du numérique. Et la raison, je crois... Et puis de la réduction des coûts aussi, du travail. Voilà. Au siècle... Qui est un dogme aussi. Au siècle précédent, la croissance, pour le dire bêtement, c'était produire des voitures, produire des frigos, etc. Aujourd'hui, la croissance, c'est réduire les coûts. Ça n'est pas du tout de même nature. Et ça crée chez les gens une incertitude radicale. À partir du moment où le progrès technique détruit des emplois plus qu'il n'aide les emplois existants à devenir eux-mêmes productifs, il n'y a pas besoin d'être un grand économiste pour voir que la croissance économique est forcément plus faible, mais ça, au fond, c'est la traduction d'un mal plus profond. C'est une rivalité nouvelle entre les technologies et les hommes, nouvelle entre guillemets, en tout cas relativement à ce qui s'est passé au XXe siècle. Est-ce que le mal le plus profond, ce ne serait pas le néolibéralisme, malgré tout ? On vit aujourd'hui dans une société de repli, la fin des grandes aventures collectives. Pourtant, comme vous le décrivez dans votre livre, l'homme est un être éminemment social qui cherche toujours la reconnaissance de l'autre, un animal parlant, c'est ce que vous dites.
vite, et qui a aussi du mal à trahir, du coup. Ce qu'induit pourtant le système capitaliste, au fond, et libéral de la concurrence, c'est de trahir. Alors c'est tout à fait anthropologiquement essentiel. On est dans un système dans lequel on pense que la mise en concurrence des humains entre eux, c'est la bonne chose à faire pour les inciter à faire ceci et cela, alors que l'être humain s'est imposé par rapport aux autres espèces, parce qu'en effet, il avait cette capacité de langage qu'on trouve, mais pas du tout dans les mêmes capacités dans les autres espèces, et qui lui a permis dès le départ de construire une connaissance commune, une aventure collective. L'humain, voilà, on se regarde dans les yeux, on se parle. L'aventure humaine, elle est là. Et le numérique est un peu étonnant, je refais la boucle sur ce point-là, parce qu'au fond, il est dans la tradition de tout ce que l'homme a fait de plus grand. L'invention de l'alphabet, l'invention de l'écriture d'abord, l'invention de l'imprimerie, de la diffusion des connaissances. L'alphabet qui aurait même pas dû exister, d'après ce que vous expliquez. Oui, voilà, c'est des poètes grecs qui inventent l'alphabet. On aurait pu, voilà, comme en Chine, ne pas en avoir. Donc c'est quelque chose d'unique, mais dont tout le monde comprend la portée. Donc on est dans une société de communication aujourd'hui, donc c'est bien, mais la façon dont on y entre, c'est ce que vous dites, c'est par la mise en concurrence, la mise en rivalité, donc il y a comme une dissonance cognitive qui ajoute au malaise, qui ajoute à l'inquiétude des gens ici. Il y a quelque chose de très intéressant aussi dans votre livre, c'est l'exemple danois que vous citez notamment sur la question de l'emploi et du chômage qui n'est pas vécu là-bas comme un événement difficile, puisque on a du temps pour retrouver du travail, il y a des droits sociaux importants. Voilà, vous dites que ce serait bien de faire ça ailleurs. Pour moi, c'est le message essentiel. Enfin, au bout du compte et à la fin, une fois qu'on a compris que non seulement la croissance est plus faible, très bien, mais que les raisons pour lesquelles elle est plus faible, c'est cette incertitude qu'elle fait peser sur le destin de chacun. Une fois qu'on a compris que la grande peur de l'Occident aujourd'hui, ça n'est plus la peste ou les saisons, mais c'est bien cette insécurité économique, comment on fait? Alors effectivement, il y a deux voies. Une qui est de dire, on va aller encore plus loin dans cette voie pour être certain qu'il y ait suffisamment de fluidité, que tout le monde retrouve un emploi. Ok, c'est une voie. Il y en a une autre, c'est le modèle danois, en effet, qui est de dire, on se calme, on va vous accompagner, on va prendre le temps de vous former si, disons, au bout d'1 an, vous n'avez pas trouvé d'emploi. On mettrait dans le langage de la France le paquet de la formation professionnelle pour les chômeurs, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et donc, comme utopie pour le 21e siècle, il y en a plusieurs, il y en a une d'entre elles qui, pour moi, serait de faire que le passage par le chômage soit un non-événement, qu'on n'ait pas peur de passer par là parce qu'on est pris en charge par la société. Dernière question assez rapide, Daniel Cohen, pour la réponse, s'il vous plaît. Il ne faut pas revoir aussi les mentalités, la culture, justement, de cette compétition, de cette concurrence. Et ce n'est pas un peu le rôle des politiques, justement, de promouvoir des idées solidaires, humanistes, de taper du poing sur la table avec ces idées-là? Il faut de nouvelles idées, exactement dans le cadre de ce qu'on vient de dire. Et là, pour le coup, ça n'est jamais les hommes politiques qui produisent de nouvelles mentalités. Ils peuvent les saisir, les capter. Il y a de nouvelles mentalités. Il y a une économie collaboratrice qui est en train d'émerger. Il y a des aspirations nouvelles, aller un peu plus lentement, etc. C'est aux hommes politiques de le sentir et après, évidemment, d'essayer de le traduire en actes. Merci Daniel Cohen d'avoir été le grand témoin de ce 64 minutes. Je rappelle donc que votre livre Le Monde éclos et le désir infini est donc publié aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.